Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête médicale pour démasquer des agresseurs microscopiques qui s'en prennent à notre système nerveux central. Et voici notre premier suspect, un organisme tout petit, unicellulaire, mais qui, malgré sa taille, peut avoir des conséquences absolument dévastatrices sur le cerveau humain. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'une simple goutte de ce fluide si précieux peut nous donner tous les indices nécessaires pour identifier un ennemi invisible et parfois sauver une vie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Tout commence par une menace un peu sournoise, une infection mystérieuse et dangereuse qui s'attaque directement au centre de commande de notre corps. Et l'enjeu est énorme, parce que lorsque ces pathogènes atteignent notre système nerveux central, les dommages peuvent être gravissimes et souvent irréversibles. C'est une vraie course contre la montre, un diagnostic rapide est absolument crucial. Regardez un peu la diversité des suspects. Selon les symptômes, disons une méningite par exemple, les coupables potentiels peuvent être des trypanosomes, des amibes ou même des champignons comme le Cryptococcus. En fait, chaque manifestation clinique ouvre une toute nouvelle piste dans l'enquête. Face à un mystère pareil, les médecins se tournent vers une source d'information clé, un messager liquide qui peut révéler l'identité de l'intrus, le fameux liquide céphalorachidien. Mais attention, le LCR, c'est bien plus qu'un simple coussin protecteur. Il est en contact direct avec le système nerveux, ce qui en fait un témoin de premier ordre de tout ce qui s'y passe. Quand tout va bien, le LCR est limpide, on dit même clair comme de l'eau de roche. C'est notre point de référence, la norme. Du coup, la moindre altération, que ce soit sa clarté, sa couleur ou sa composition, c'est un signal d'alarme immédiat. D'accord, mais alors comment fait-on pour accéder à ce messager si précieux ? Eh bien, grâce à une procédure médicale très précise et super contrôlée, la ponction lombaire. Pour prélever l'échantillon en toute sécurité, il faut savoir que l'aiguille est insérée dans le bas du dos, donc bien en dessous de l'endroit où se termine la moelle épinière. Elle arrive dans une zone où le LCR circule librement. Ça permet d'éviter tout risque pour le système nerveux. Le processus, lui, est extrêmement méticuleux. De la désinfection à l'anesthésie locale, chaque étape est pensée pour garantir la sécurité du patient et la stérilité de l'échantillon. Et ce qui est intéressant, c'est que le liquide n'est pas aspiré. Il s'écoule de lui-même, goutte à goutte, tout naturellement. Une fois l'échantillon prélevé, la course contre la montre continue. Il est immédiatement envoyé au laboratoire et c'est là que la véritable traque commence. Là, il y a deux mots d'ordre, rapidité et précaution. Pourquoi ? Parce que certains de ces organismes sont très fragiles et peuvent mourir très vite hors du corps. Chaque minute compte, et la moindre contamination pourrait complètement fausser les résultats. Le parcours de l'échantillon au labo, c'est une procédure bien huilée. Dès qu'il arrive, on fait une première analyse visuelle, macroscopique, puis on le centrifuge. Cette étape est essentielle parce qu'elle va séparer les différents éléments. Ça permet de lancer plusieurs types de recherches en parallèle, comme la recherche d'ADN ou la mise en culture, pour maximiser les chances de trouver le coupable. Une étape vraiment clé, c'est la centrifugation. Ça sépare le liquide en deux parties distinctes. D'un côté, le culot, au fond, qui contient les cellules et les microbes éventuels. Lui, on va l'observer directement au microscope. De l'autre côté, le surnageant, c'est le liquide clair qui reste au-dessus. On va s'en servir pour des analyses plus fines, comme la recherche d'ADN ou d'antigènes. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. L'examen en laboratoire, combiné aux informations cliniques du patient, va enfin permettre de mettre un nom sur l'intrus. Cette citation souligne un point vraiment essentiel. Le diagnostic, ce n'est pas qu'une affaire de laboratoire. Non, c'est une synthèse de tout, l'histoire du patient, l'apparence du liquide et bien sûr les résultats des analyses. Allez, imaginons ce premier cas. On a un patient qui vient d'une zone géographique bien précise, ce qui est déjà un premier indice majeur. Son LCR est clair, on pourrait se dire « ouf, c'est plutôt bon signe », mais l'analyse révèle une grosse présence de cellules immunitaires et surtout ces fameuses cellules de Mott, qui sont des cellules productrices d'anticorps en surchauffe. Alors comment on interprète des indices aussi contradictoires ? Avec toutes ces informations, l'étau se resserre. Quelle créature pourrait bien correspondre à ce portrait robot ? Et le verdict tombe. L'observation directe au microscope confirme la présence de Trypanosoma brucei. Les troubles du sommeil, qui sont un symptôme typique de la maladie du sommeil, s'expliquent enfin. Le mystère est résolu. Maintenant, passons à un deuxième cas, et là c'est complètement différent. Un jeune en parfaite santé, mais avec un liquide très purulent, ce qui est le signe d'une infection super agressive. Tous les marqueurs sont dans le rouge. Mais le plus déroutant, le truc qui rend tout le monde perplexe, c'est qu'on ne trouve aucune bactérie. Alors si ce n'est pas une méningite bactérienne classique, quel autre organisme peut bien provoquer une réaction aussi violente ? La réponse, on la trouve en observant l'échantillon à l'état frais,
en direct. Et là, sous le microscope, on voit des amibes vivantes en train de bouger. Elles se déplacent en utilisant ce qu'on appelle des pseudopodes, des sortes de prolongements qui leur permettent de ramper. Il s'agit de Naegleria fowleri, la redoutable amibe mangeuse de cerveau. Un diagnostic qui montre bien l'importance capitale de cet examen direct. Ces deux histoires nous montrent le pouvoir incroyable qui est contenu dans une seule petite goutte de liquide céphalorachidien. Et ça nous amène à une question bien plus large finalement. Alors qu'on continue à explorer ce microcosme qui vit en nous, quelles autres découvertes cruciales pour notre santé nous attendent? Peut-être juste là, sous notre nez.